Bienvenue sur Radio Nakamoto, un podcast dédié à la blockchain et aux crypto-monnaies. On essaiera chaque semaine de vous faire un petit point sur l'actualité, mais aussi parfois de traiter d'un sujet plus en profondeur, et aussi d'avoir un invité pour un débat ou une interview. Cette semaine déjà, j'avais envie de vous parler de Ripple. Alors Ripple qui a lancé son service XRapid et qui l'a annoncé officiellement en début de semaine à l'occasion de sa conférence Swell. Alors Swell, c'est un peu le keynote d'Apple version Ripple. Ils font une énorme soirée, ils invitent des personnalités. Là, ils ont par exemple invité Bill Clinton. Bon, invité, je sais pas, ils ont dû quand même lui filer un très gros chèque. Et donc, ils ont annoncé, leur grande annonce de cette conf, c'était XRapid. Je crois que c'était 500 000 euros le... Oui, il y a des rumeurs comme quoi il aurait payé 500 000 dollars ou euros. Millions. Ouais, alors XRapid, c'est quoi ? C'est enfin les virements internationaux interbancaires et transfrontaliers. Donc c'est les virements internationaux rapides entre plusieurs pays, plusieurs banques, rapides et à moindre coût. Alors sur le principe c'est génial parce qu'ils disent qu'ils vont diminuer les coûts et que au lieu de prendre parfois plusieurs jours, le virement va prendre quelques secondes ou quelques minutes. Après, ça sera génial si en fait les banques répercutent cette économie, moi je trouve, sur leurs clients, parce que là pour le moment, Ripple c'est un service dédié aux banques. Donc là, évidemment, toutes les banques vont faire des économies grâce à cette technologie, en tout cas les banques qui acceptent la technologie XRapid, mais encore faudra-t-il qu'elles répercutent cette économie sur leurs clients, parce que ça, c'est pas gagné, quoi. Mais en fait, du coup, pour l'instant, c'est que de l'interbancaire, donc c'est que sur par exemple, des fonds d'assurance avec des fonds de retraite, et ils se les envoient, quoi. Ouais, là, c'est uniquement B2B, là, c'est que entre fonds ou banques. D'accord, donc si moi je veux envoyer de l'argent aux États-Unis, je peux pas encore utiliser XRapid. Non, c'est un service vraiment uniquement pour les professionnels. Okay. Donc on verra si l'économie que vont faire ces professionnels grâce à ce service va être répercutée sur les consommateurs, hein, ce qu'on espère, mais ce qui est pas évident avec les banques. Alors moi, pour un côté un peu plus justement qui nous concerne, nous les particuliers, alors peut-être pas nous français, mais la Sierra Leone. En fait, la Sierra Leone a décidé que, grosso modo, les 6 millions d'habitants que contiennent la Sierra Leone, il y en a 80% qui n'ont pas de compte en banque. Et en fait, l'ONU veut essayer d'utiliser les crypto-monnaies là-bas, un nouveau modèle bancaire. Alors, on se dit bien que quand même dans un pays où il y a 80% qui n'ont pas de banque, c'est peut-être justement l'endroit où il faut commencer. Et puis la Sierra Leone, on prend pas trop de risques, quoi. Oui, ils pourront peut-être utiliser Telcoin, hein, ma crypto-monnaie préférée. Bah écoute, je te laisse envoyer un mail aux Nations Unies. Hein. J'espère qu'ils te répondront incessamment sous peu. En attendant, c'est quand même intéressant parce que créer un nouveau système monétaire où on a sauvegardé quand même la capacité de donner ses datas ou pas, quand même au gouvernement, ce qui est intéressant. Enfin, ce qui fait partie de l'univers blockchain, etc. En tout cas, de l'idéologie. Alors, ça a l'air d'être quand même essentiellement utilisé dans ce qui est crédit, microcrédit, etc., qui a beaucoup marché en Inde, notamment, et aussi en Afrique. C'est intéressant, en tout cas, cette initiative. C'est intéressant que ça se passe là-bas. Oui, c'est bien que des pays commencent, des pays et des institutions comme l'ONU et des pays comme la Sierra Leone commencent à s'intéresser au blockchain, quoi. C'est quand même très prometteur. Là, on a vu la France avec le maire. Là, il y a eu un autre cas, c'est en Autriche. Il y a quelques jours, ils ont annoncé qu'ils allaient émettre de la dette. En gros, quand un pays émet de la dette, il lève des fonds, quoi. C'est une façon pour un pays d'émettre des fonds. Et là, ils ont annoncé qu'ils voulaient faire une émission de 1,15 milliard d'euros de dette, je crois, mais qu'ils allaient pour ça utiliser la blockchain Ethereum. Donc, quand même, grosse nouvelle. Et donc, ils vont utiliser cette blockchain et les smart contracts Ethereum pour, en fait, les reconnaissances de dette. Donc, tous les contrats de reconnaissance de dette, soit des institutions bancaires, des fonds ou des peut-être particuliers qui en tout cas iront dans cette émission de dette, seront garantis par la blockchain Ethereum, ce qui est quand même une grosse nouvelle, quand même qu'un gouvernement comme l'Autriche, avec une telle somme, utilise une blockchain comme contrat en fait pour reconnaître une dette. Par contre, ça sera bien que la blockchain, hein. Ils vont pas utiliser de l'Ethereum pour la reconnaissance de dette et donner de l'Ether aux gens, hein. Ça sera toujours en euros, mais ça fonctionnera grâce à la blockchain.
On est un peu en train d'accepter que l'Ether est en train de servir au fur et à mesure, parce que je viens de voir aussi passer une nouvelle comme quoi il y avait eu un deal immobilier sur la blockchain Ethereum, ce qui fait coïncider quand même des bons de fonds de pays avec des immeubles à New York. Enfin, je trouve ça intéressant. Moi, je vais rebondir sur la fiscalité, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé dans l'univers des crypto-monnaies, en tout cas celles françaises. Notamment, d'abord, on avait eu vendredi dernier une déclaration un peu vide, mais bon, d'intention de Bruno, ouais, de Bruno Le Maire. Et là, on assiste à... Alors, il y a déjà eu un article dans Capital et également une interview vidéo du journal du coin et bitcoin.fr qui ont interviewé Pierre Persson, qui est le député un peu en charge de la fiscalité. Déjà, on va être assuré d'avoir un compte bancaire en France pour les acteurs économiques, c'est-à-dire les ICO vont pas se faire rembarrer par les banques. Ça va passer par différentes étapes, mais en tout cas, c'est la volonté de l'Assemblée nationale. Y a cette notion du label de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui va donner une sorte de label en disant que cette ICO va pas vous voler votre argent. Après, elle garantit pas qu'elle va marcher. Voilà. Après, alors techniquement sur les particuliers, on se dirige quand même plus vers une introduction d'un prélèvement forfaitaire unique, donc 30% sur les plus-values. Sur les plus-values, ce qu'on sait aussi, c'est que le trading entre crypto-monnaies a l'air d'être hors jeu. On est vraiment que sur la notion de cash-out, sur le retour de l'argent sur le compte bancaire IBAN, pas Coinbase. D'accord. Bah, je trouve pas mal de bonnes nouvelles déjà pour les ICO, je m'y intéresse un peu et c'est vrai que c'est pas mal qui cadre un peu tout parce qu'on a vu 2-3 petites affaires quand même d'ICO françaises cette année un petit peu border, bon on me reprendra peut-être mais il y a quand même eu l'ICO Hush ou si c'est encore un peu obscur mais en tout cas beaucoup disent que le fondateur c'est un petit peu cassé avec les sous, même si c'est pas officiel, hein, mais pour le moment en tout cas il n'y a plus aucune news de leur côté. On a eu des ICO un peu bizarres, genre SAT qui demandait je sais pas combien de dizaines de millions d'euros de hardcap pour un projet certes un petit peu ambitieux, mais je veux dire là c'était un montant absolument délirant, ils demandaient plus que les plus grandes ICO du monde, voilà. Donc je trouve que c'est pas mal quand même pour les investisseurs que les ICO soient quand même cadrés. En France, vu certaines ICO en 2018 qui ont quand même fait perdre beaucoup d'argent à certaines personnes, je pense que c'est une bonne chose, quoi. Après, la question c'est est-ce que ça va suffire pour que les ICO se mettent en France ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a suffisamment d'avantages pour dire j'aurai mon entreprise en France et non à Malte ou en Suisse ou dans tous ces pays-là ? Alors, l'argumentaire de personnes, c'est dire que avoir son entreprise en France, c'est un gage de sérieux. Alors, vu que Binance est à Malte et que... Ouais, c'est vrai, non, je pense que Malte, c'est plus intéressant. Pas énormément, Malte sera toujours plus intéressant financièrement en termes d'impôts, ça c'est sûr. Mais là où la France peut apporter quelque chose, c'est justement s'il y a une réglementation officielle, la France deviendra un pays où réaliser une ICO est quand même plus sûr, un petit peu pour tout le monde et surtout pour les investisseurs. Donc ça peut quand même attirer les gens. Et les entreprises qui se diront, en faisant mon ICO en France, j'aurai un gage un peu de sûreté quoi, pour les gens qui mettent de l'argent. Donc les gens seront peut-être plus enclins à investir. Alors qu'une ICO à Malte, finalement, ok, l'ICO aura sûrement des impôts ridicules, mais je sais pas s'il y a encore beaucoup de sécurité, de régulation là-bas sur justement est-ce que l'ICO est très légitime ou pas, et qu'est-ce qui va se passer juste à la fin de la levée de fonds, quoi. Je pense que c'est un pari sur l'avenir parce que les investisseurs jusqu'à présent ils vont quand même sur Cryptopia, sur Blue Trade, sur Tradog. Ces investisseurs-là, ils n'ont pas l'air de faire très attention à ce qu'ils font avec leur. Ils sont prêts. Il y a beaucoup de gens prêts à prendre beaucoup de risques aujourd'hui, c'est vrai. Voilà. Mais peut-être qu'avec une professionnalisation du milieu, ça va être justifié. Justement, en parlant de risques et en parlant de dangers d'ICO et d'autres, c'est intéressant parce que cette semaine, Gemini, donc on a pas mal entendu parler de Gemini ces dernières semaines, hein, c'est l'échange des frères Winklevoss qui ont aussi leur stablecoin qui va avec. Et donc cette semaine-là, en tout cas ces jours-ci, ils viennent d'annoncer
quand même qu'ils avaient obtenu d'assureurs américains, donc ils avaient fait un deal avec des assurances, des grandes compagnies d'assurance, d'assurer tous les fonds présents sur Gemini. C'est-à-dire qu'en cas de perte de fonds, de piratage, etc., les fonds seront assurés par une grande compagnie d'assurance. Alors moi je trouve ça quand même pas mal, quoi. C'est quand même une grosse avancée. Quand on a entendu ces piratages, ces pertes de fonds dans des exchanges, c'est quand même... moi je trouve que c'est intéressant et ça pourrait attirer pas mal de gens qui se disent bon bah je vais aller mettre mes fonds sur Gemini, je suis assuré, quoi. Ouais, après c'est pas le seul, hein, quand même. Moi j'ai vu beaucoup de stablecoins sortir. Il y a le TUSD qui, je crois, est backé quand même par Goldman Sachs. Bah, aussi, là je parle pas du stable, hein, je parle vraiment de l'échange. C'est-à-dire que C'est vrai. je parle de l'échange qui a obtenu cette garantie, cette assurance. C'est-à-dire que même si tu mets des BTC, de l'Ethereum ou ce que tu veux sur cet échange, s'il y a le moindre problème, le moindre hacking, tes coins, tout ton portefeuille, ton wallet sera assuré. Donc tu récupéreras l'intégralité de ces fonds. Mais c'est pas mal parce que quand on a vu tous ces échanges piratés, etc. Cette année et en fin 2017, ça pourrait quand même pousser les gens à aller mettre leur crypto là-bas, quoi. Écoute, l'un des concurrents majeurs quand même de Gemini, ça reste Coinbase. Moi, je vais te parler de l'IPO de Coinbase, enfin en tout cas de l'IPO. De la prétendue levée de fonds qui reste encore de l'ordre des rumeurs, mais il y a une association avec Tiger Global Management qui a financé notamment déjà LinkedIn, Facebook, enfin Spotify, quand même des gros poissons de l'économie américaine, et là ils sont sensiblement en train d'acheter à hauteur de 500 millions de parts chez Coinbase. Alors 500 millions de parts, ce qui établit Coinbase à 8 milliards de dollars, oui. Alors aussi, quand même pour rappel, l'été dernier, donc juste avant le bull, juste avant l'explosion de la bulle, Coinbase était évalué à 1,5 milliard, ce qui fait qu'on a quand même un x5, gentiment. Ça pose quand même la question des acteurs européens qui sont moins user-friendly, quoi. Déjà, ils sont moins présents que Coinbase, tu parlais de Gemini, on peut aussi parler de Binance. En Europe, il manque d'un acteur clé, quand même. Je trouve que Kraken, il existe, mais il est quand même pas très user-friendly. Enfin, il reste encore assez obscur, hein. Surtout que ça va pas aller en s'améliorant, malheureusement, parce que d'ici la fin de l'année, justement, je pense que Gemini, plus les semaines vont passer, plus il va prendre une place absolument majeure, vu tout ce qu'il veut apporter. Et il y a Bakkt à la fin de l'année. Alors Bakkt, pour moi, c'est énorme, quoi. C'est un peu la news de l'année. C'est un échange, ça peut faire repartir, ça peut sonner le glas de la période bear et faire repartir tout le marché, hein. C'est quand même un très gros truc, on en parlera plus dans les semaines à venir. Mais entre Bakkt, qui se veut un peu le remplaçant, ou en tout cas un gros concurrent de sérieux de Coinbase, et Gemini, qui avec son stable, qui est backupé quand même par une banque aux États-Unis, donc chaque Gemini créé, il y a $1 déposé dans ce compte bancaire, hein, faut savoir, qui est contrôlé par les autorités new-yorkaises, donc c'est quand même rassurant, hein, quand on sait que le Tether, hein, c'est quand même un peu obscur, on sait pas s'il est backupé entièrement en dollars. Donc entre leur stablecoin, qui est backupé, qui est contrôlé par l'autorité des marchés financiers, qui est en tout cas une autorité financière new-yorkaise, et Bakkt qui va apporter tout ce qu'il va apporter, je pense qu'ils vont concurrencer beaucoup d'échanges existants et qu'il va y avoir clairement une suprématie des États-Unis en termes d'échanges de crypto-monnaies. Alors quand même, ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que la majorité des échanges internationaux dans les cryptos viennent d'Asie. On n'a peut-être pas assez connaissance des plateformes asiatiques. De toute façon, je pense qu'on va se séparer... On va séparer quand même ce marché entre l'Asie... oui, clairement, les États-Unis vont peut-être prendre le pas sur l'Europe, mais l'Asie, ils ont toujours leur propre échange et qui sont en volume, en plus, clairement devant souvent tout le reste, quoi. Et il va falloir attendre le moment où la Chine va réautoriser les ICO, va réautoriser le trading... Mais je me suis pas vraiment intéressé à ces marchés chinois, mais il faut voir justement ce qu'ils apportent en termes de sécurité, parce que quand on voit ce que va apporter Bakkt et ce qu'apporte déjà aujourd'hui Gemini, en tout cas, moi je trouve ça prometteur et ça me donne envie justement d'aller rapidement sur ces échanges, quoi, parce que je pense que si t'as un problème sur Binance, t'es assuré. Je veux pas m'avancer, mais je pense que si Binance se fait un peu hacker quelques fonds demain, vu la puissance qu'ils ont et
Et la réputation qu'ils ont, je pense qu'ils rembourseront les gens, mais c'est pas gravé dans la roche, quoi. Alors que Gemini vient de le graver dans la roche et que c'est acté, que c'est officiel, donc c'est quand même rassurant, quoi. Ah bah, on se dirige, apparemment, on se dirige vers une acceptation, une sécurisation et une acceptation des gouvernements, même des entreprises avec Google et Facebook qui rajoutent les pubs. Ce qui est drôle, c'est que fin 2017, en plein boule, tout le monde hurlait sur Telegram, hein, la messagerie russe et autres, sur Twitter. Enfin, les crypto-monnaies, la blockchain, c'est la fin des gouvernements, la fin des banques, on devient indépendant, on va détruire tous ces acteurs et les remplacer. Et là, en bire, il y a un peu tout le monde qui appelle ces gouvernements, ces institutions à l'aide, quoi. Tout le monde commence à dire « Ah, allez... tout le monde s'extasie sur Twitter ou Telegram dès qu'il y a une news officielle, dès qu'un gouvernement est en faveur des cryptos, dès qu'on a une autorité de marché en faveur des cryptos. Donc c'est marrant comme cette psychologie de marché, de voir tout le monde. Et j'ai été un peu comme ça, hein. Je pense qu'on l'a tous un peu été, hein, malgré nous, un peu. Quand tout va bien, on est ravi d'être indépendant et de plus avoir ces gouvernements et ces autorités de marché qui régulent un peu tout ça. Mais là, dans le beer... après 10 mois de bire, on les appelle un peu à l'aide, quoi. C'est vrai. Après, moi, je pense qu'il reste un vrai problème pour les États de savoir comment gérer ça. Comment on va gérer le fait de pouvoir payer en crypto-monnaie? Comment on va pouvoir gérer le fait de taxer des sommes ou enfin des capitaux qui sont parfois secrets? Par exemple, je pense à Monero. Comment ils vont faire? C'est une vraie question, c'est une vraie problématique, et c'est, à mon avis, la problématique la plus intéressante de ces 10 prochaines années pour la fiscalité de l'État. Et ben, c'était une belle phrase, hein, pour clôturer cette semaine, hein. Je pense que Tom va aller se regarder dans la glace là, parce que je pense qu'il se kiffe un peu intérieurement. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés pour ce premier podcast qui était un peu hésitant, parce que voilà, on commence, hein. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro. Merci à tous.